Je pense que tout est donc vous avez, à l'écran l'ordre du jour pour aujourd'hui. Heu, je pense qu'en voyant les noms des participants, beaucoup d'entre vous, nous connaissent déjà, Axelis. Cependant, pour ceux qui, connaissent peut-être juste le nom de Axelis et qui ne connaissent pas nos activités, on va faire une présentation rapide, de qu'est-ce qu'on fait, qui nous sommes. On va ensuite vous présenter plus avec justement en filigrane notre mission, l'appel à projets qui est lancé par Axelis pour, cette année. Donc, on va regarder ensemble vraiment tous les éléments qui vont vous intéresser, le calendrier, les thématiques, les critères d'admissibilité qui vont vous permettre de passer au travers du processus, de savoir si vous positionnez pour pouvoir bénéficier du financement et bon, pour pouvoir respecter toutes les prochaines échéances qui arrivent. On va aussi regarder la documentation. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés visiter notre site web, vous avez vu effectivement qu'on a mis en place des guides et aussi une lettre d'intention qui est la première étape. Donc, c'est sur ça qu'on va se focuser aujourd'hui. On aura un temps que ça réserve pour les questions. Donc, comme dit, vous pouvez en poser en tout temps, mais on les prendra à la fin et on y répondra donc le plus précisément possible. Si éventuellement on n'a pas la possibilité de répondre à toutes les questions, soyez rassurés qu'on va s'engager dans les jours qui viennent à envoyer des courriels pour pouvoir répondre aux questions et éventuellement bonifier notre FAQ sur le site internet. Alors, pour la mission de Axelis, donc Axelis a été créé en avril 2021, donc par le gouvernement du Québec, et nous sommes une organisation à but non lucratif. Notre mission, c'est de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec, d'accélérer le développement et la commercialisation et le transfert des innovations à haut potentiel qui sont issues spécifiquement de la recherche publique. Donc, Axelis, on propose des offres de services, conseils, de l'accompagnement en développement, en gestion de la propriété intellectuelle et en transfert de l'innovation pour tous les établissements de recherche du Québec, et ce, dans toutes les régions, avec l'intermédiaire de nos courtiers et de nos directions régionales. Donc, la matière première sur laquelle travaille Axelis, c'est les déclarations d'invention qui proviennent des milieux de la recherche au Québec, donc qui sont produites pendant les activités de recherche des chercheurs. Axelis a une équipe d'analystes technico-commerciales qui vont identifier du potentiel économique, social, sociétal, environnemental dans ces innovations et va travailler ensuite avec des gestionnaires de projets pour développer et maturer ces innovations, avec aussi des développeurs d'affaires qui vont nous permettre en fait de trouver la voie de commercialisation et des preneurs pour ces innovations à haut potentiel. Donc, lorsqu'on parle de valorisation de la propriété intellectuelle publique, qui est générée donc par les institutions de recherche du Québec, on parle vraiment de propriété intellectuelle dans le sens large du terme. On parle de code, de savoir-faire, on parle pas uniquement des brevets. Donc, dans le cas de l'appel à projet, bien sûr, toutes les propriétés intellectuelles à valoriser seront admissibles. En tant qu'OBNL aussi, je voulais préciser, nous on a une gouvernance représentative avec des établissements de recherche publics du Québec, des industriels, des investisseurs, des organismes de soutien à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Donc, notre mission vous permettra de comprendre davantage l'objectif d'Axelis au travers de cet appel à projet et de l'avoir en toile de fond pour comprendre ce qu'on va viser à faire. Alors, donc le lancement de nouvel appel à projet, on est sur le troisième appel à projet de Axelis depuis son lancement en 2021. Comme vous l'avez découvert, donc Axelis va offrir jusqu'à 600 000 dollars avec les frais indirects de recherche inclus pour les établissements lorsque c'est applicable, représentant jusqu'à 80% de dépenses admissibles pour certains projets qui pourront aller jusqu'à 36 mois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Axelis va apporter son soutien sur des thématiques qui ont été sélectionné avec l'appui du ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie du Québec pour mettre un focus pour le développement d'innovation dans ces secteurs stratégiques pour le Québec. C'est une subvention qui va vraiment s'adresser aux établissements de recherche publics qui vont être les bénéficiaires de cette somme. C'est une somme qui va faire levier donc, sur une contribution privée. Pour les bénéficiaires, donc quand je parle des établissements de recherche publics, précision, c'est une question qu'on a souvent, c'est les universités, les CCTT, les centres de recherche publics, mais aussi les établissements qui sont affiliés au réseau du HUM3S. Donc, tous ces établissements-là sont admissibles pour Axelis. On va chercher vraiment des projets qui sont dans des phases très spécifiques de l'expérimentation et de la maturation,
d'innovation. Donc, c'est vraiment pour des projets dans lesquels une invention qui a été produite par un établissement de recherche public va passer au travers de phases de maturation qui va permettre d'aller dans une perspective de commercialisation avec un partenaire. Donc, il faut toujours avoir un chercheur pour diriger la recherche, donc qui va être affilié à cet établissement de recherche public. Il peut y en avoir plusieurs. On encourage d'ailleurs des collaborations aussi et les CCTT aussi à travailler avec certains autres établissements pour développer de la propriété intellectuelle. Et on va avoir besoin de la contribution d'au moins un partenaire privé. Le partenaire privé qui va travailler avec l'établissement ou les établissements va agir comme un effet de levier en fait dans le financement de la maturation de cette innovation. Donc, je voulais simplement préciser aussi, quand on parle de partenaires privés, c'est une question qu'on a vue lors de l'inscription qui est arrivée plusieurs fois. Qu'est-ce qu'un partenaire privé pour Axelis? Donc, un partenaire privé, c'est un partenaire qui peut être une entreprise, une start-up, par exemple, une moyenne entreprise aussi. C'est des entreprises ou éventuellement d'autres partenaires type fondation ou OBNL qui peuvent justifier de fonds privés. Donc, ça pourrait éventuellement aussi être la start-up qui a été créée par un professeur et des étudiants. Néanmoins, vous allez le voir tout à l'heure, lorsqu'on parle du partenaire privé, c'est quelque chose d'important. On va regarder dans les critères d'évaluation si le partenaire est le bon partenaire pour vous accompagner vers la commercialisation de cette innovation. Concernant le stade aussi de maturité, pour ceux qui connaissent l'échelle de TRL ou NTM en français, donc le projet doit se situer à partir du TRL 3. Ça veut dire qu'on est au premier stade de démonstration analytique. Donc, on a déjà des fonctions critiques et certaines caractéristiques d'innovation qui sont précises et on a déjà un marché visé. On s'arrêtera donc dans le financement jusqu'à un TRL 7, c'est-à-dire la phase pré-commerciale. Et les projets pourront durer jusqu'à 36 mois. Alors, Axelis voulait vous apporter un peu d'informations aussi sur un des aspects, parce qu'au Québec, on a la chance d'avoir un vaste panel d'organismes de soutien à l'innovation, donc qui travaillent aussi sur des segments stratégiques en fait pour le Québec en termes d'innovation. Donc c'est important pour les projets qui ont déjà le bénéfice en fait de l'accompagnement d'un regroupement sectoriel de recherche industrielle, par exemple, de nous le signaler. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, les 9 RSRI qui sont tous spécialisés en fait dans des industries spécifiques vont pouvoir être informés au cours des prochaines étapes si des projets ont déjà été accompagnés. On va essayer de capter ces informations pour travailler avec eux. Pour ceux qui les connaissent déjà, effectivement, ils offrent aussi des financements qui peuvent excéder le financement aussi qu'on a vu ici. Donc, on va chercher la meilleure porte d'entrée en fait pour votre projet et travailler ensemble. Là, on parle de recherche partenariale ou collaborative en collaboration avec le milieu. Donc, c'est des projets qui ne sont pas admissibles pour Axelis. Si éventuellement c'était des projets qui étaient, des participants étaient connectés pour ce type de projet. Si vous avez aussi des projets éventuellement pour certains d'entre vous qui sont connectés qui proviennent de propriétés intellectuelles qui ont été développées uniquement du côté de l'industrie, côté d'une entreprise, là on vous invitera aussi à consulter le portail du Conseil de l'innovation du Québec avec toutes les ressources de financement qui pourraient être par exemple, c'est ça, Investissement Québec ou éventuellement d'autres fonds d'investissement sectoriels qui pourraient être la bonne porte d'entrée pour les projets. Au niveau des thématiques qui sont visées dans cette édition, je voulais rapidement vous donner l'information sur le fait qu'on ne va pas rentrer dans le détail dans la session questions-réponses sur l'intégration des projets dans une thématique spécifique. On ne va pas le faire parce qu'en fait, on va regarder ça plutôt par courriel. Si vous avez des questions, vous avez un doute sur l'intégration dans la thématique visée, pour pouvoir analyser plus en détail en fait la contribution, enfin l'inventivité de votre innovation. Et puis aussi pour de la confidentialité. Donc, si vous avez un doute sur les thématiques, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse appel-à-projet@commercial-axelis.ca. Donc, dans les thématiques que vous voyez à l'écran, donc soins et santé, transformation digitale, énergie durable et technologies propres,
on va viser spécifiquement donc les points qui sont affichés à l'écran. Comme vous l'aviez vu dans les guides, pour ceux qui les ont téléchargés, on a clôturé chacun des points par etc. Donc, si éventuellement vous avez un doute, n'hésitez pas à confirmer avec nous. Aussi, si éventuellement vous savez d'emblée que votre projet ne rentre pas dans les thématiques visées par cette édition-là, Axelis, comme on l'a précisé tout au début de la présentation, offre un accompagnement dans tous les segments dans tous les segments sectoriels, donc que ce soit effectivement dans les soins de la santé, mais qui ne se qualifieraient pas ici, ou dans d'autres innovations qui portent sur le génie, par exemple. Donc, vous pouvez nous solliciter à l'adresse info@commercialaxelis.ca si vous souhaitez un accompagnement pour un projet qui ne se qualifie pas du tout dans ces thématiques. Une nouveauté qui apparaît en fait à partir de cette année. Donc, dans le modèle de lancement d'appel à projet de Axelis, on souhaitait vous informer que les thématiques que vous avez vues donc pour cette édition-là vont être récurrentes. Donc, on a décidé de manière stratégique de travailler en continuum avec tous les acteurs de l'écosystème, donc que ce soit les GRAP, les RSRI, les fonds d'investissement, Investissement Québec, comme on les a cités, pour pouvoir, c'est ça justement, avoir cette information à l'avance et que vous puissiez justement, si vous n'êtes pas prêt à travailler sur un projet à ce stade-ci, revenir peut-être pour la prochaine édition. Donc, dans quelques mois, on aura d'autres thématiques qui vont sortir qui seront également en fait des thématiques récurrentes. Donc, on les affichera ensuite plutôt sur notre site web et vous pourrez les retrouver. Ça sera vraiment les thématiques sur lesquelles on travaillera spécifiquement lors de nos appels à projets. Donc, c'est une nouveauté. Donc, on va passer aux paramètres de l'appel. Donc, comme vous l'avez vu, on peut aller chercher jusqu'à 600 000 $ de contribution du ministère pour financer un projet, donc représentant ça va être représenté 80% de toutes les dépenses admissibles. On va avoir besoin d'un effet de levier d'un partenaire ou des partenaires privés qui peuvent contribuer. Si éventuellement vous êtes plusieurs partenaires, on n'a pas de seuil minimum par partenaire. Cependant, en fonction des moyens de chacun des partenaires, on aura besoin de couvrir 20% des dépenses admissibles. Et ça s'applique si le partenaire a des activités de R&D au Québec. Si le partenaire n'a pas d'activité de R&D au Québec, qu'il est basé en dehors, ailleurs au Canada ou éventuellement à l'international, la contribution dans le programme devrait être de 50% et celle du ministère va s'ajuster pour contribuer sur le 50% restant. Donc, simplement pour si vous souhaitez chercher en fait le montage maximal pour pouvoir avoir le 600 000, ça représente 150 000 $ d'investissement par les partenaires pour avoir un projet total de 750 000 $. Si vous prévoyez des cofinancements éventuellement ou que votre projet excède l'envergure, ça sera des questions qu'on va traiter directement par courriel pour analyser la situation. Selon les cas, ça pourrait être admissible ou il faudrait distinguer les activités. Donc, je vous invite plutôt à m'adresser des questions par courriel sur la boîte appel à projet à commercialaxelis.ca. Pour le processus d'application, donc vous avez pu le voir, il y a plusieurs étapes qui vont nous permettre en fait de valider dans un premier temps l'admissibilité de votre projet. C'est un processus qui va se dérouler en 3 étapes. Donc, on vous a indiqué les étapes principales en bleu avec les échéances. Pour la première étape, on voulait vous apporter une information d'importance. Donc, pour ceux qui le savent, Axelis a déployé un réseau de courtiers de l'innovation qui travaillent en fait pour identifier tous les potentielles déclarations d'invention qui arrivent des établissements de recherche publics et accompagner les chercheurs dans les bureaux de la recherche, etc. Donc, en tout cas, c'est vos interlocuteurs de proximité. Certains d'entre nous sont certains courtiers sont avec nous, je pense aussi aujourd'hui. Ils ont un rôle à jouer, donc ils vont recevoir en fait, ils vont vous accompagner pour les lettres d'intention. Donc, ça sera très important d'identifier au travers la grille de tous les courtiers quel est le courtier qui s'applique pour votre établissement ou sur votre secteur.
C'est lui qui aura la responsabilité de transmettre à Axelis la lettre d'intention. Donc, c'est très important de l'identifier le plus vite possible si vous ne savez pas encore qui est le courtier affilié à votre établissement. Donc, cette échéance-là va arriver le jeudi 13 juillet. Donc, c'est important de noter cette date. Bien entendu, tous les projets qui ne vont pas nous arriver à cette date-là ne seront pas admissibles pour passer dans l'appel à projet. Cependant, si vous ne pouvez pas respecter cette échéance, on vous invitera à peut-être nous solliciter pour passer dans les affaires courantes de Axelis, donc aux conditions qui seront applicables. Marion, si je peux me permettre, c'est important aussi de noter que vous devez, la date du 13 juillet, ça doit inclure aussi les étapes où est-ce que vous devez travailler avec vos établissements respectifs et vous assurer de vraiment vous conformer aux règles de soumission à ce type de demande de vos établissements. Absolument. Donc, c'est pour ça, c'est une date qui va arriver très rapidement et on vous incite vraiment à vous rapprocher de vos établissements pour toutes ces étapes-là. Je vais vous présenter dans la diapo suivante, en fait, le formulaire et vous verrez, effectivement, vous aurez besoin de travailler avec vos bureaux de la recherche et le courtier pour pouvoir remplir la lettre d'intention. La deuxième étape, ça sera donc pour le jeudi 10 août. Vous allez recevoir, donc pour les équipes qui sont admissibles, une invitation à soumettre une demande complète. À ce stade-ci, ça voudra dire que dans la revue de conformité, la revue administrative, votre projet s'inscrit dans l'appel à projet de Axelis. Éventuellement, si votre projet n'était pas face à la bonne porte pour un financement, c'est là qu'on contactera peut-être les autres organismes qui pourraient être des voies de financement pour vous. Donc, c'est vraiment cette étape-là qui va vous permettre de passer au travers l'admissibilité et que vous puissiez avoir accès au kit d'application complet. Donc celui-ci va vous être mis à disposition entre le 10 août et jusqu'au 21 septembre pour pouvoir remplir la proposition complète. Donc, c'est important de noter que la proposition complète va devoir être basée sur ce qui a été soumis en lettre d'intention. Donc, ça devra être le même projet et si en temps il y a des changements, il faudra nous le signaler. Donc, les résultats seront communiqués aux équipes d'ici décembre 2023. Donc, c'est la date qu'on planifie. Et donc, les projets pourront débuter au plus tard au deuxième quart de 2024. Donc, sachant qu'entre la période où on va annoncer les octrois et le début, Axelis va proposer la mise en place d'ententes de recherche, dont je vous dirai un mot un petit peu plus tard. Donc, concernant la documentation, vous avez les guides qui sont disponibles sur le site de l'appel à projet. Donc, vous pouvez télécharger, c'est vraiment la source d'information principale à laquelle vous pouvez vous fier pour pouvoir remplir la lettre d'intention et aussi la demande complète un peu plus tard. Notez que si vous avez besoin des guides en anglais, vous pouvez me les demander par courriel directement. Donc, on vous les adressera pour les établissements qui ont des chercheurs anglophones, par exemple, ou des partenaires anglophones et qui ont besoin de la version anglaise. Donc, pour la lettre d'intention, je vais vous partager une autre fenêtre. Je vais vous partager le formulaire et on va passer au travers rapidement ensemble. Donc, c'est un document PDF qui fait, je pense, 5 pages, en fait, si on ne comprend pas les annexes. Et donc, c'est vraiment un élément très, très important parce qu'il va nous permettre de vérifier donc l'admissibilité du projet pour passer au travers des prochaines étapes. Donc, pour la première page, c'est simplement le titre du projet. Vous aurez besoin d'indiquer un chercheur principal, un établissement aussi porteur. S'il y a plusieurs établissements, donc on va indiquer ici l'établissement qui va être le porteur. Notez que l'établissement qui est porteur de la demande, en fait, va s'occuper aussi de la redistribution des fonds à son partenaire. Donc, c'est important d'identifier qui est l'établissement porteur de la demande. On va demander le nom du courtier ou du directeur régional de Axelis qui est associé à la demande. Et donc, c'est celui qui va nous soumettre, en fait, votre lettre d'intention. La deuxième page, c'est la synthèse de tous les éléments sur notamment, c'est ça, le secteur d'activité, la durée, l'origine aussi de la déclaration d'invention. Donc, vous devez indiquer la date de la déclaration d'invention. Précision ici, si vous n'avez pas de déclaration d'invention à l'origine, pour retracer la propriété intellectuelle de ce projet, vous pouvez faire votre déclaration d'invention au plus tard, au moment du dépôt de la demande complète. Mais ça sera important que ce processus soit fait. Comme on a plusieurs types d'établissements
qui fonctionne différemment pour cette étape-là, vous pouvez nous communiquer avec nous si vous avez des questions et vous rapprocher en fait de votre établissement pour vous assurer vraiment d'être conforme en fait à leurs pratiques. On aura besoin d'avoir l'information aussi sur les détenteurs de la propriété intellectuelle. Donc, comme on l'a mentionné, Axelis en fait va soutenir des projets dont la propriété intellectuelle est assignée à des établissements de recherche publics. Donc, dans les activités, ça va vraiment être important de montrer que vous maturez de la propriété intellectuelle publique qui va justement avoir, qui va bénéficier à la fin de ce financement pour être dans une situation où on va pouvoir cristalliser l'intérêt, éventuellement faire le transfert et on va dire confirmer la voie de commercialisation de cette innovation. Alors, une section aussi très importante à ne pas négliger, Axelis vous demande aussi de nous retracer en fait l'historique de financement. Donc ici, comme vous le voyez, il y a 2 acronymes, le PSO V2D et le PSO V2B. Donc comme vous le savez, pour certains, les financements qui proviennent des RSRI sont aussi des financements provinciaux et donc pour nous, c'est important de retracer si vous avez déjà bénéficié du financement, d'un RSRI, d'un DN9 RSRI ou du programme de maturation de Axelis ou des sociétés de valorisation, antérieurement pour pouvoir en informer, le ministère. Si vous avez des autres financements publics, vous pouvez l'indiquer ici, mais je vous invite tout de même à nous contacter d'abord à l'adresse courriel pour pouvoir valider si ce sont des financements publics qui vont être. La section qui est à l'écran sur la présentation dans un langage public, c'est une information importante. Si au moment de la revue de conformité en fait, de vos lettres d'intention, on se rendait compte que vous n'étiez pas au bon endroit, on pourrait vous proposer d'utiliser cette section pour rediriger votre projet, ou bien elle pourra servir aussi en cas d'octroi pour pouvoir parler du projet. Donc ici, c'est la version non publique. Les objectifs, les principales étapes de réalisation, comme je l'ai indiqué, c'est déjà des éléments qui vont devoir vraiment vous préciser ce que vous allez faire dans votre projet, ce qui est visé, et ça devrait être aussi les mêmes étapes et les mêmes livrables en fait que dans la demande complète. S'il y a des changements, vous pourrez nous les indiquer, mais sinon c'est important de garder les mêmes et déjà de se pencher sur ces sections. Pour le budget, c'est un budget où on ne demande pas encore le détail. Vous devez nous indiquer les grands postes budgétaires qui vont être affectés dans l'établissement de recherche. Donc, comme les travaux vont se dérouler dans l'établissement, si vous avez des questions sur le budget, il y a une annexe, l'annexe A, qui est dédiée vraiment pour s'assurer que vous classifiez correctement vos dépenses. Mais si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous solliciter. Certains postes de dépenses ont des ratios maximales, donc ne pas oublier de vérifier si vos ratios sont respectés pour avoir un budget qui va être admissible. On va descendre plus bas sur la section qui est réservée sur la stratégie liée à la propriété intellectuelle. C'est une section qui est très importante. Lorsque vous aurez en main en fait, l'application complète, vous verrez, il y a une grosse partie de travail qui va être reliée à détailler ce qui va être fait en fait avec la propriété intellectuelle dans le projet. Une question qu'on a souvent sur la propriété intellectuelle, c'est est-ce qu'un projet qui est déjà dans le cadre d'une licence entre un établissement de recherche et un partenaire privé est admissible? La réponse, c'est oui, si vous avez la possibilité d'augmenter la valeur de la licence au travers le projet de maturation avec Axelis. Donc, si vous avez ce cas-là, effectivement, vous pouvez toujours nous soumettre la question aussi par courriel si vous voulez qu'on regarde, mais normalement, vous pouvez aussi participer. Une question qui va être très importante, ça va être la stratégie de partage de revenus en cas de succès commercial. Donc, on sait effectivement qu'on est encore dans un stade très préliminaire, que dans le cadre en fait, de l'appel à projet, on va financer des propositions dans lesquelles on a besoin de cristalliser l'intérêt des partenaires, de maturer la technologie pour qu'elle puisse être transférée. Néanmoins, en cas de succès commercial, on vous demande vraiment de vous projeter à plus long terme et de savoir quels seraient justement les revenus qui seraient générés, puis comment ça va s'appliquer pour l'établissement, quels seront les retours pour l'établissement, pour le chercheur. C'est un des critères très importants de notre programme. Donc, vous avez une section assez longue qui est réservée.
important de noter, pour l'ensemble des équipes, on aura besoin déjà d'avoir une lettre d'intérêt d'un partenaire. Donc, à ce stade-ci, c'est pour aussi s'assurer qu'on va avoir cet effet de levier qui va s'appliquer pour les 20% ou les 50% de contributions privées dans le programme. Et cette lettre devra être confirmée au moment de la demande complète. Vous aurez aussi besoin de signer. Donc, lorsqu'on parlait effectivement des échéances, c'est important de comptabiliser aussi ce temps pour les signatures. La signature du chercheur principal est requise, celle du représentant de l'établissement porteur, mais aussi si d'autres établissements sont propriétaires de la propriété intellectuelle ou si des travaux de recherche s'effectuent chez d'autres établissements de recherche, nous avons besoin d'avoir les signatures également. Donc, comptabiliser bien ce temps pour pouvoir nous rendre la lettre d'intention au bon moment. J'ai parlé de l'annexe A. Voici l'annexe B à l'écran. Donc, pour certains d'entre vous, certains chercheurs qui seraient connectés, si vous cherchez le nom de votre courtier, vous avez la liste de tous les courtiers de Axelis qui est en annexe B. Donc, vous pouvez vous y référer. Ils sont classés par établissement ou bien par secteur aussi géographique. Donc, vous pouvez les contacter. Je vais juste peut-être mentionner, il peut y avoir quelques exceptions qui n'ont pas de courtier d'innovation. Je pense plus à des centres de recherche qui ne sont pas des CCTT. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à contacter Marion via l'adresse courriel appel à projet, comme ça on pourra voir comment on peut recevoir les demandes. Absolument. Alors, je vais revenir à la présentation et on va passer à cette diapo qui vous explique comment va se passer le processus d'évaluation. Donc là, on se projette vraiment après le dépôt en fait, de votre demande complète, comment vont être évalués les projets. Donc, Axelis va faire la revue de conformité, mais ensuite, on va solliciter en fait un comité d'évaluation et d'investissement externe. Donc, les membres de ce comité d'évaluation et d'investissement seront donc au minimum 3 évaluateurs externes, sectoriels. Il y aura des représentants donc, de Axelis et du ministère, éventuellement des observateurs selon le cas. Donc, comme on l'a indiqué, si par exemple il y a un historique de cofinancement avec un RSRI, on pourra les inviter. Les évaluations vont être basées sur des grilles de notation, puis il y aura un échange entre les membres. Donc, l'ensemble des propositions va être envoyé en fait à ce comité qui va être dédié pour la revue de votre proposition. Et vous avez en fait les 2 critères qui vont être revus par ce comité. Donc 50% de la note va concerner la qualité du projet, de l'équipe, on va dire s'il y a une qualité scientifique dans l'innovation, etc. Donc comme vous pouvez le voir sous les sous-sections. Donc ça, c'est très important, mais notez que votre projet va être aussi évalué sur le potentiel de transfert. Donc là, on va parler de toutes les sections qui vont être dédiées au plan de valorisation. Et c'est pour cette raison aussi que les bureaux de la recherche vont s'investir pour travailler sur cette section-là dès la lettre d'intention. C'est très important en fait pour Axelis d'avoir des projets dans lesquels en fait l'analyse technico-commerciale a été faite et est positive pour qu'on puisse inclure ces données-là et effectivement obtenir les notes de passage sur le critère 2. À noter que en fait, cette notation se passe sur 100, puis chaque note représente 50 et il y a une note de passage pour chacun des critères. Donc même si votre projet est très innovant, a une très bonne qualité scientifique, mais que vous n'avez pas les éléments pour pouvoir répondre sur le critère 2 du potentiel de transfert, il pourrait ne pas être financé. Dans le cas où éventuellement il vous manquerait des informations pour travailler sur la section du potentiel de transfert, Axelis sera aussi à disposition pour accompagner davantage ce projet dans nos affaires courantes. Donc là, c'est à l'établissement de solliciter Axelis pour pouvoir avoir à disposition un membre de notre équipe pour travailler sur ces sections avec vous. Ensuite, donc suite à l'octroi, si votre projet est retenu dans le cadre de l'appel à projet, Axelis va proposer une annonce publique. Donc vous serez informés, mais on va faire l'annonce en commun pour l'appel à projet. Donc
gardera sans doute en embargo le temps qu'on puisse préparer la communication. Les lettres d'octroi sont la première étape pour l'admissibilité des dépenses. Donc, aucune des dépenses qui vont être encourues avant la lettre d'octroi ne pourront être comptabilisées en fait dans le projet. C'est très important en fait d'attendre donc cette lettre d'octroi. Cette lettre d'octroi aussi fait courir un délai de 3 mois pour fournir au ministère une entente tripartite qui va associer, alors tripartite ou plus, si éventuellement on a plus de partenaires, mais en tout cas qui va couvrir donc Axelis, l'établissement et ou les partenaires. On va s'assurer de la distribution des fonds provinciaux du côté de Axelis. Donc, il y a plusieurs versements qui vont être réalisés selon la durée du projet aux échéances qui vont être communiquées. Donc, il y aura un rapport d'étape et un rapport final. Les versements se font 50% au début du projet à la signature de l'entente et au versement du partenaire. On aura 30% à mi-parcours et 20% à clôture par le ministère. Notez que le partenaire devra contribuer à un rythme de 50-50, 50% de sa contribution au début et 50% de sa contribution au rapport d'étape. Aussi, donc, on va proposer des activités de valorisation du projet en termes de communication. On proposera également aux établissements qui n'ont pas d'offre de service avec Axelis de travailler sur la valorisation avec eux. Puis, on aura un accompagnement du type suivi de projet pour respecter les échéances, les éventuelles demandes de modification, etc. Mais c'est effectivement quelque chose voilà, pour lesquels on aura une personne attitrée chez nous pendant la vie du projet pour vous accompagner. Donc c'est ça, je voulais simplement préciser qu'il n'y a aucun versement qui ne pourra être fait avant la transmission de l'entente tripartite de projet, puis la confirmation de la réception des fonds privés. Donc par rapport justement à l'échéancier que vous avez vu, c'est important de prendre ça en note. Donc si vous avez des projets qui doivent débuter maintenant, aussi, c'est peut-être pas la bonne porte d'entrée dans l'appel à projet. Il faut considérer effectivement qu'il y a quelques échéances à respecter et que vos dépenses admissibles débuteraient uniquement à partir de 2024. Donc c'est ça, je vous remets en fait le récapitulatif des prochaines échéances. Donc on est au lancement le 13 juillet, donc on va attendre de la part de tous les courtiers le dépôt des lettres d'intention dans les établissements. Puis le 10 août, ça sera l'invitation pour réaliser la rédaction de la demande complète. Donc on va vous laisser la période estivale pour travailler sur ça. Le 21 septembre, ça sera l'échéance pour pouvoir déposer demande complète. Axelis, à partir de là, va travailler sur l'organisation des comités d'évaluation. Et on va rendre en fait les résultats aux équipes au mois de décembre pour pouvoir débuter les projets, donc, comme dit, d'ici le deuxième quart de 2024 et mettre en place donc, les ententes d'ici là. Donc, ça fait le tour de la présentation qu'on voulait vous faire. Et donc, on va laisser du temps pour les questions. Arrêtez, on partage. Je pense qu'on a une main levée. Alors, je vais autoriser les micros, les caméras pour ceux qui lèvent la main. Et je pense qu'on a une question de Jean-Claude Lavoie. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est bien clair, c'est très enthousiasmant. Ma question, elle est simple. Dans les échéanciers, j'ai de la difficulté à comprendre quelle est la différence entre l'échéancier du 10 août, qui est l'invitation à la demande complète, et le 21 septembre, qui est le dépôt la demande complète. Est-ce que... Oui. Alors, en fait, c'est que là, sur le site Internet, comme vous l'avez vu, vous avez juste la lettre d'intention qui est disponible. Ouais. Donc, une fois que vous nous l'aurez remise, nous, on va travailler pour s'assurer qu'elle est conforme, OK. s'assurer d'informer aussi si éventuellement d'autres cofinanceurs avaient été associés. Puis, le 10 août, en fait, on va transmettre les kits d'application complets aux équipes. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir via un courriel une confirmation que votre projet a été retenu comme admissible et qu'il peut passer sur la prochaine étape. Et donc là, en fait, on mettra donc en copie toute l'équipe et le courtier pour vous informer que vous pouvez commencer à travailler pour la rédaction de la demande complète. Donc pendant la phase en fait de août à septembre, on restera aussi à disposition pour vous renseigner, mais vous aurez un nouveau kit entre les mains qui sera beaucoup plus détaillé avec toutes les sections vraiment pour aller dans le détail en fait de ce que vous allez faire comme travaux et comment vous allez travailler avec la propriété intellectuelle vraiment.
plus approfondie. Donc, c'est ça la différence. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. C'est bien clair. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on a une autre question de Jean-Pierre Fortier. Oui, bonjour à tous. Ma Bonjour. question est relative à la propriété intellectuelle. Il y a une innovation qui est en développement dans une structure, mais il peut y avoir déjà des brevets qui existent sur l'innovation ou des demandes de brevets. Donc, je voulais savoir dans le processus à quelle étape le soumissionnaire de la demande doit fournir une évaluation de l'originalité de la technologie développée. Oui, alors effectivement, il y a des projets dans lesquels il y aura peut-être effectivement déjà des brevets. Nous, on va demander en fait dans la demande complète que vous détailliez vraiment la revue de l'art antérieur. Aussi, s'il y a d'autres brevets qui existent ou en tout cas d'analyser la concurrence, ça va être au moment de la demande complète que vous devez nous fournir ça. S'il y a déjà un brevet qui existe sur la technologie, vous pouvez déjà l'indiquer au stade de la lettre d'intention, mais on vous demandera plus de détails pendant la phase d'application complète. Ce qui est surtout important aussi de noter, c'est que si vous avez déjà des documents de transaction, donc avant on a parlé de licences par exemple qui étaient déjà octroyées, nous on aura besoin de ces licences parce qu'en fait ça fera partie des critères d'évaluation aussi du comité. Parfait. Merci pour cette réponse. Merci beaucoup. Marion, dans les Q&A, tu as une question. Pourriez-vous répéter les détails sur les établissements de recherche admissibles? Oui, absolument. Alors, donc pour les établissements de recherche admissibles, ce qu'il faut bien considérer, donc, c'est qu'on a les universités, les CCTC, les centres de recherche publics du Québec et également les établissements qui sont affiliés au M3S et qui font de la recherche, donc comme les centres hospitaliers par exemple. Donc tous ces établissements-là peuvent être les bénéficiaires pour l'appel à projet. Ce qui est important de noter, c'est que effectivement, nous, on va signer les ententes de recherche tripartite avec l'établissement. Donc, c'est vraiment l'établissement qui est le bénéficiaire et qui doit être le détenteur en fait de la propriété intellectuelle à maturer. Donc, ça, c'est important vraiment comme critère de base pour l'admissibilité, de s'assurer que c'est bien un établissement de recherche public du Québec dans lequel il y a justement la propriété intellectuelle qui est assignée pour l'innovation qui va être maturée. Une autre question, est-ce que le formulaire est dynamique pour le budget ou statique? Alors, effectivement, c'est à ce stade-là, en fait, il est statique. C'est pas un formulaire dans lequel il y a des remplissages automatiques sur le PDF. Si vous avez vraiment besoin d'aide pour vérifier, vous pouvez toujours me demander. J'ai un fichier que je pourrais partager avec vous pour le remplissage. Mais non, effectivement, sur le PDF, il va falloir que vous fassiez les calculs manuellement. Merci. Par contre, pour la demande complète, Oui. vous allez avoir accès au fichier. Oui, la demande complète, le fichier va être mis à disposition, donc il nous permettra, c'est ça, vous aurez les calculs, par exemple, pour les établissements qui ont des FIR applicables, etc. Donc, selon le cas, on vous transmettra le bon gabarit du budget. Des mains levées, je crois. Alors, je pense qu'on a Amélie qui a une question, Amélie Marceau. Je vais autoriser votre micro et la caméra. Bonjour. Bon, oui, bonjour. Je pense que ça a été mentionné tantôt, mais je voudrais bien être sûre. Est-ce que le chercheur universitaire peut être aussi le cofondateur de la start-up qui pourrait être le partenaire privé? Enfin, Oui, alors effectivement, ça c'est important de souligner que oui, vous pouvez effectivement avoir comme partenaire une équipe qui a été à l'origine de la déclaration d'invention. Donc ça peut être le chercheur ou les étudiants. Oui. Cependant, en fait, quand on a ce cas-là, ce qui est important de noter, c'est que la capacité du partenaire à apporter ça, l'innovation vers la commercialisation est quand même analysée dans la grille d'analyse du comité. Donc, pour pouvoir donner du poids aussi, il faut que la start-up soit accompagnée, que ce ne soit pas seulement celle du professeur. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient associées, éventuellement un comité scientifique, un comité aviseur, un accompagnement par un incubateur, un accélérateur aussi,
faudrait le Oui. mentionner. Ok. Et également, surtout dans le cas des startups, une question qui va beaucoup intéresser les membres du comité d'évaluation, c'est la capacité de financement, parce qu'on donne des lettres, c'est ça effectivement, de support dans l'application, dans l'appel à projet. Mais au moment de faire les contributions aussi, on va regarder si le partenaire a bien la capacité d'apporter sa contribution dans le projet. Même si c'est 20% dans ce programme-là, on l'a vu, ça peut aller jusqu'à 150 000 $. Donc, on va demander des informations justement sur quel est le financement de la start-up à ce stade, quels sont les financements qu'ils vont avoir et comment il va pouvoir justement nous confirmer qu'il peut apporter la contribution dans le programme. Ok, parfait. Il y a une question dans le chat. Est-ce que la contribution minimale du 20% du partenaire privé peut passer par un consortium de plusieurs entreprises avec différents niveaux de contribution dans le partage de risques? Alors, on va peut-être prendre le détail par courriel, mais dans le principe, oui. On a déjà eu ce cas qui s'est présenté, où c'était plusieurs partenaires industriels qui étaient associés ensemble. Nous, il faudra toujours qu'on puisse préciser que c'est des fonds privés, donc il faudra quand même qu'on ait un numéro d'identification du Québec qui puisse être assigné à l'entreprise, en fait, dans la demande. Donc, c'est ce numéro-là, en fait, qu'on va choisir et selon justement où est établi le numéro d'enregistrement de l'entreprise, c'est ça qui va nous permettre aussi d'avoir le ratio de financement 20% ou 50%. Donc, mais dans le principe, oui, ça fonctionne. Il peut y avoir un consortium de plusieurs entreprises qui va apporter un financement au nom vraiment du consortium. On a déjà vu ce cas-là. Et ces entreprises doivent être en mesure de participer à la commercialisation Oui, exactement. de la technologie. Une autre question, est-ce que le demandeur principal peut être l'entreprise à but lucratif ou ça se doit d'être l'université? Excuse-moi. Est-ce que l'entreprise peut être le demandeur principal? Non. Alors, effectivement, comme on l'a précisé, dans le fait qu'il y ait plusieurs acteurs en fait, qui accompagnent l'innovation au Québec, en fait, il y a divers ports d'entrée selon les configurations des équipes et puis selon la maturation de quelle innovation sur laquelle on va travailler. Donc, c'est important vraiment de noter que si vous êtes dans le cas où c'est une entreprise qui a un projet c'est ça, pour améliorer sa propriété intellectuelle, qu'il n'y a pas d'intervention d'un partenaire académique. On n'est pas dans le bon programme avec l'Axelis. Vous pouvez regarder sur directement le site du Conseil de l'innovation d'autres sources, d'autres pistes de financement à ce stade-ci pour financer justement l'entreprise, parce que nous, tous les financements vont aller à l'établissement ou aux établissements qui vont effectuer la recherche et qui vont maturer donc leur propriété intellectuelle. Des mains levées. Alors, j'ai activé le micro de Gildas Tapsoba, je pense. Ah non, je ne l'ai pas activé, excusez. Je ne sais pas si vous pouvez activer les micros. Ou sinon, j'ai également une question de Jean. Oui, je peux l'activer. Ok, c'est Alors, parfait. je reviens sur le critère de base, la condition de base qui est la propriété intellectuelle. Pour être sûr de bien comprendre, dans le cadre d'un développement d'un produit innovant avec un partenaire privé, on parle souvent de propriété intellectuelle ouverte ou fermée, c'est-à-dire qu'on développe un produit avec un industriel. Est-ce que quand vous dites la propriété intellectuelle doit appartenir à l'établissement de recherche public, où est-ce que vous le classez? Parce que pour moi, un pays fermé peut appartenir aux deux, un pays ouvert, c'est quoi exactement? Je veux la précision, s'il vous plaît. Tu veux que je réponde? Oui. La propriété intellectuelle doit appartenir à l'université ou à l'établissement de recherche public et lorsqu'il est octroyé aux partenaires, si c'est une licence sans redevance, ce n'est pas admissible parce que ça tombe vraiment du côté de la recherche partenariale. Et dans ces contextes-là, c'est vers d'autres solutions qu'on va vous orienter. Nous, on parle vraiment d'une propriété intellectuelle issue de la recherche publique pour laquelle une entreprise va démontrer son intérêt
et son intérêt de l'utiliser dans ses processus ou pour la commercialiser. Puis en échange du développement qui sera fait, il y a des redevances qui seront versées à l'université et aux chercheurs selon les politiques là, des universités. Donc, c'est vraiment, faut vraiment faire la distinction entre recherche partenariale, recherche collaborative et les programmes que Axelis, les projets que Axelis peuvent soutenir. Mais on peut, dans les spécifiques, là, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à contacter votre courtier, à nous contacter. Et puis, on pourra s'asseoir puis vraiment regarder là, comment la propriété intellectuelle est attachée dans votre contexte spécifique. Puis, on pourra voir, vous rediriger vers la bonne porte si ce n'est pas nous la bonne porte. OK, merci. Merci beaucoup. Je pense que j'ai activé le micro d'une autre personne qui a levé la main. Je pense que Jean aussi voulait poser une question. Oui, je m'excuse. Justement, j'ai été dirigé vers vous par notre institut de recherche au MUHC. Donc, je suis un petit peu novice là-dedans. Je veux savoir, parce que nous avons un produit qu'on veut rentabiliser dans le domaine immunologique. Et donc, je veux savoir si le partenaire, le collaborateur doit être basé au Canada, au Québec, ou il peut venir de l'extérieur du Canada. Oui, alors effectivement, nous, on a, c'est ça, un ratio de financement qui est différent, en fait, si c'est une entreprise qui est située au Québec ou au Canada, ou à l'international aussi. Donc, on va regarder en fait où est situé le numéro d'inscription d'entreprise et aussi s'il y a des activités de R&D au Québec. Donc ça, c'est pour avoir le ratio de financement de 80%. Si on ne peut pas justifier d'activité en fait, de R&D au Québec, là, en fait, on va tomber sur le ratio de 50% de financement de la part du ministère. Donc, ça va vraiment être un projet qui va être à copartager moitié-moitié entre les deux, Okay. entre le ministère puis l'entreprise. On sait aussi que parfois, des entreprises qui vont être hors Québec ou par exemple à l'international pourraient être un très bon partenaire aussi parce que selon les marchés qui sont visés, ça pourrait être qualifié comme un partenaire très pertinent. Donc, on incite aussi à travailler avec des partenaires, pas forcément au Québec. C'est ça, simplement, le ratio est un peu moins généreux, mais c'est tout à fait admissible. Donc, ils peuvent se situer vraiment partout dans le monde. On a eu des projets avec c'est ça, des partenaires qui étaient très éloignés sur d'autres time zone, on va dire, qui travaillent aussi avec les équipes de recherche ici. Donc, c'est admissible. Deuxième question, si vous me permettez, pour la propriété intellectuelle et pour la compagnie, si le chercheur lui-même commence une entreprise, un start-up, comme on dit, est-ce qu'il y a une limite à la compagnie de ce chercheur-là, point de vue pourcentage de la compagnie ou non? Et deuxièmement, est-ce que la propriété intellectuelle doit être juste déposée ou octroyée déjà? Et dans le cadre du PSO V2D par rapport à l'actionnariat du chercheur dans la start-up, il n'y a pas de règle. Toutefois, il faut faire attention parce que nous, on est une étape dans toutes les étapes de valorisation et il faut vraiment s'assurer que votre proportion d'actionnariat dans la compagnie est en ligne avec les règles des autres organismes là, de financement. Puis je pense au RSRI, là, je crois que j'ai un exemple du passé justement où le PSO V2D, il n'y avait pas ces contraintes-là, mais lorsque ça l'a basculé vers le CQDM qui avait ces contraintes-là,
il y a eu vraiment beaucoup de difficultés là, pour que la start-up puisse se qualifier. Donc, dans ce contexte-là, moi, je pense que ce que je vous suggérais, ce serait peut-être qu'on organise une rencontre, qu'on réfléchisse là, à votre situation, puis de voir avec les partenaires pour maintenant ou pour le futur, pour voir quel est le meilleur moyen là, de vous soutenir. OK. Et puis, pour ce qui est de la propriété intellectuelle, est-ce qu'elle doit déjà être octroyée, mettons, par le Patent Office ou est-ce que c'est juste un dépôt? Donc, en Là, vous soumission. parlez est-ce qu'on parle d'octroyer par licence à la start-up ou est-ce qu'on parle d'un brevet octroyé? Un brevet octroyé. Non, elle peut être envisagée, elle peut être déjà au niveau de la demande provisoire. Donc, ça, OK. on ne se limite pas non plus à ce qui est brevetable, là, mais oui. OK. D'accord. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un brevet déjà octroyé. Donc, on peut être juste au début, là. Oui, tout à fait. D'accord. C'est tout. Merci, Marion. Question générale, mais quelle est la différence entre la mission, entre les RSRI et la mission d'Axelis? Oui, alors en fait, pour Axelis, pour ceux effectivement qui peut-être ne connaissent pas nos activités générales, on s'occupe en fait de la valorisation des innovations qui proviennent de la recherche publique. Donc en fait, Axelis, pour de nombreux établissements, agit comme le gestionnaire en fait pour trouver la voie de protection, analyser le potentiel en fait de ces innovations. Et donc c'est notre mission vraiment principale et c'est ça la majeure partie de notre équipe, c'est donc des analystes, des gestionnaires de projets, des développeurs d'affaires. Dans le cadre en fait de l'appel à projet, on vise vraiment spécifiquement à faire de la maturation pour des innovations qui sortent des laboratoires de recherche, pour lesquelles on a besoin d'activer en fait un financement pour aller à des stades plus avancés qui vont intéresser des partenaires pour exploiter une licence, par exemple, sur la propriété intellectuelle. Nous, c'est vraiment très important de souligner qu'on va vraiment travailler sur cette vision de travailler sur la propriété intellectuelle académique, maturer la propriété intellectuelle académique dans des situations où on est encore dans un stade très précoce pour lesquels on ne peut pas avoir le même intérêt, par exemple, que des partenaires qui s'investissent dans de la recherche collaborative. Puis la recherche collaborative des RSRI, donc les RSRI ont vraiment une mission qui va être de travailler en collaboration avec le milieu, donc animer un réseau, tout un écosystème en fait sectoriel. Axelis, c'est pas forcément sectoriel, on travaille sur tout le type d'innovation, même des innovations qui proviennent des arts littéraires dans notre département Société et Culture, qui concerne le droit d'auteur, etc. Donc c'est vraiment très vaste. Les RSRI ont cette connaissance sectorielle de travailler avec des entreprises, avec des organismes qui représentent un secteur et des chercheurs qui travaillent sur ce secteur pour mettre en collaboration plusieurs expertises qui permettent de générer des projets qui vont pouvoir aller plus loin par la contribution de ces acteurs. Donc, c'est la distinction principale. Et surtout sur la mission, on voulait souligner aussi que Axelis, ce n'est pas un organisme de financement principalement. C'est notre mandat, en fait, d'accompagner et d'offrir des services aux établissements de recherche pour qu'ils puissent valoriser leur propriété intellectuelle. Merci. Autre question, à la fin du projet, quels sont les livrables obligatoires à vous donner? Alors, pendant le projet, effectivement, il va y avoir des étapes. Il va y avoir un rapport d'étape qui va arriver, en fait, selon la durée que vous allez mettre pour votre projet. Si, par exemple, il dure 2 ans, on va mettre un rapport d'étape à la première année. Puis, ce rapport d'étape, en fait, ça va vraiment faire état de la consommation du budget. Donc, il y aura un rapport financier à remplir. Et il y aura aussi un rapport scientifique pour préciser. Donc, on va reprendre tous les éléments, les activités, les livrables, et puis on fera un état des lieux pour informer le ministère de l'avancement de votre projet. S'il y a des demandes de modification à ce moment-là, Axelis va vous aider à les analyser et à voir si éventuellement, c'est ça, le projet doit réorienter certaines actions pour pouvoir poursuivre, ou bien sinon, si on continue tel quel. Puis, au rapport d'étape, ça nous permettra de débloquer donc, le versement de Axelis, donc 30% de versement de la contribution provinciale, et de collecter 50%, les 50% restants de la contribution industrielle. On aura ensuite le rapport final. Donc, le rapport final, il n'y aura plus de contribution à verser de la part du partenaire. On aura déjà collecté l'intégralité.
Et Axelis, il restera encore un 20% de sa contribution à apporter. Donc, dans le rapport final, ça va être de nouveau un rapport financier, un rapport scientifique. L'objectif, ça sera là vraiment de dire où est-ce qu'on en est arrivé avec, grâce à la subvention, qu'est-ce qu'on a pu faire et qu'est-ce qu'on a pu livrer dans les livrables qui étaient prévus. Si éventuellement il y a des choses qui ont été faites différemment ou d'autres choses qui ont été découvertes, ça sera aussi le moment. Éventuellement, au rapport final, il pourrait aussi y avoir de nouvelles déclarations d'invention qui émergent. Donc, c'est ça les requis qu'on va avoir pendant la vie du projet. Yann Duval demande d'expliquer dans quelles conditions un projet comprenant 2 organisations de recherche et un partenaire dans le domaine médical pourrait se qualifier. Étant donné l'existence du RSRI MEDTech, ce sera nécessairement de la recherche collaborative. Yann, il y a comme 2 façons là, de voir. Quand on parle de 2 établissements, par exemple, on a eu des cas de figure où est-ce que la propriété intellectuelle appartenait à une université X, mais les projets allaient être développés dans l'université, dans un établissement de recherche Y. Donc, les 2 établissements sont impliqués. Et puis, le partenaire va vraiment être là pour maturer, pour contribuer à la maturation de la technologie. On a aussi vu des collaborations entre une école d'ingénierie et un milieu hospitalier, donc ces 2 établissements. Donc, c'est sûr qu'il y a une collaboration entre eux, mais quand on parle de recherche collaborative, là, on parle vraiment de la collaboration entre l'entreprise et le milieu de recherche. Si vous faisiez allusion à 2 partenaires là, qui mettent une contribution en cash, surtout dans le domaine des technologies médicales, on pourrait penser à un montage où est-ce qu'il y a une start-up qui serait le récepteur de la technologie, qui veut la maturer, mais qui serait aussi accompagné d'une fondation qui mettrait une partie des sommes là, pour soutenir la maturation, ou une start-up qui serait le récepteur, le premier récepteur pour le développer, mais aussi ensuite, peut-être, on pourrait penser à une compagnie qui pourrait être l'utilisateur. Donc, c'est un peu le type là, de montage qu'on peut voir. Là, il y a une question au sujet des technologies propres. Et puis, les limitations, je vous invite vraiment, je crois que c'est Evan. Evan, je vous invite vraiment à contacter par courriel Votre adresse. Appel à projet axelis.ca afin là, vraiment de définir qu'on ait la discussion là, pas comme ça là, dans un chat, là, mais pour bien s'assurer que votre projet cadre dans le cadre de l'appel à projet. Chez Axelis, il y a 3, par thématique, il y a des champions qui sont associés là, justement à ces thématiques-là pour vous aider à démêler tout ça. Absolument. Je vois plus de mains levées. Si vous avez, on arrive à la fin de l'heure, mais si vous avez encore une question, on peut toujours en prendre. Sinon, je vais vous réafficher simplement l'adresse courriel. Ça sera vraiment voilà, l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire. Donc, comme l'a dit Christine, on a vraiment une équipe qui est derrière, que ce soit pour vous aider à regarder des spécificités qui sont reliées à la section de propriété intellectuelle ou éventuellement pour la classification dans les thématiques. Donc, quand vous avez des cas particuliers ou des doutes, que vous n'arrivez pas à trouver la réponse dans le guide, dans la foire aux questions qui est sur le site Internet, vous pouvez vraiment nous écrire à l'adresse qui est affichée à l'écran. Et on va vous répondre avec plus de détails et peut-être en vous demandant aussi de nous donner un petit peu plus de détails pour qu'on puisse se positionner parce qu'on sait qu'il y a certains cas dans lesquels on a un certain nombre de cas qui sont finançables par Axelis, d'autres qui éventuellement ne le seraient pas pour cette édition ou on ne serait peut-être pas la bonne porte d'entrée, mais on va s'assurer effectivement de pouvoir rediriger l'ensemble des personnes qui sont intéressées par notre appel vers les bons interlocuteurs lorsque c'est le cas. Une dernière main levée. Oui. Alors, je vais juste revenir sur... Juste une question. Est-ce qu'il y a une personne
spécifique où on peut adresser certaines questions ou comme vous avez proposé une invitation ou un meeting personnalisé avec vous? Donc, appel à projet, l'adresse, en fait, on est plusieurs personnes qui avons accès. En fait, je suis Axelis, donc lorsqu'une question va rentrer, on va regarder qui sont les bons interlocuteurs en interne. Puis, on pourra avoir des gestionnaires de projet, moi, éventuellement, qui vont être avec vous. Puis, on pourra soit vous répondre par courriel, ou bien sinon vous proposer un appel, si c'est plus rapide. Comme ça, on pourra traiter ça et puis voir le cas de manière plus détaillée ensemble. Donc, c'est ça, on met l'adresse générique pour être sûr qu'on capte bien toutes les questions et qu'on vous réponde aussi dans un temps, c'est ça, qui soit rapide pour que vous puissiez rapidement aussi identifier si vous pouvez vous positionner, si c'est admissible, si vous pouvez travailler sur la lettre d'intention et être assuré que votre projet s'inscrirait dans l'appel. D'accord, parce que c'est très bon de clarifier certaines questions avant de soumettre un projet. Oui, merci. Oui, merci Jean, c'est ça. Effectivement, on a mis en place donc, le processus de lettre d'intention pour qu'on puisse faire cette classification. Mais si déjà avant le stade d'intention, vous avez des questions additionnelles que le webinaire n'a pas pu répondre à celle-ci, avec plaisir, on est vraiment là pour ça. Puis on est vraiment une équipe qui est dédiée pour être en support de cet appel à projet et s'assurer que plus de chercheurs puissent participer, plus d'équipes puissent aussi participer. Que vous ayez toutes les informations en main pour présenter c'est ça, votre candidature. Et donc, c'est ça. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on reverra les celles qui restent peut-être par courriel ou par appel. On souhaitait vous remercier, l'ensemble d'entre vous qui avez participé aujourd'hui, qui est venu écouter. Donc, je rappelle que la session a été enregistrée. Si certains d'entre vous veulent la réécouter, dans quelques jours, on la mettra à disposition en fait dans la section FAQ du site de l'appel à projet. Puis vous pourrez réécouter certaines sections si c'est allé un peu vite, parce qu'en 1 heure, effectivement, on a couvert pas mal de choses. Et c'est ça. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on vous remercie à tout le monde d'avoir été là. Puis on vous dit à bientôt et on a hâte de découvrir vos propositions de projet. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.